Coucou, c'est Victor. Cet épisode a été produit grâce à vos dons. Comme un poisson dans l'eau est un podcast indépendant et sans publicité. Alors si vous voulez qu'il continue à exister, et que vous avez les moyens bien sûr, s'il vous plaît, abonnez-vous en suivant le lien dans la description. Un grand merci à toutes les personnes qui le soutiennent déjà et lui permettent de rester accessible et gratuit pour tous. Épisode 36, deuxième partie. Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. C'est parti pour la suite de l'entretien avec Alice Di Concetto. Bon, j'ai conscience que la première partie était un peu déprimante. Croyez-moi, ça me fait le même effet qu'à vous, de constater tous ces blocages, toutes ces difficultés pour obtenir la moindre avancée à cet échelon qui est pourtant décisif pour les animaux en Europe. Je précise que les choses ont un peu évolué depuis l'enregistrement de cet entretien. Et notamment les commissaires ont été nommés et approuvés par le Parlement, et disons qu'il y a plusieurs mauvaises nouvelles, et que l'espoir d'une révision semble définitivement enterré. Je vous mets à ce propos la dernière édition de la newsletter de Animal Law Europe, l'institut cofondé par Alice Di Concetto, qui revient sur tout ça. Et je vous mets également un article de Mediapart à propos de la nomination du nouveau commissaire à la santé et au bien-être animal. Mais je voudrais pas qu'on en reste là et qu'on en sorte complètement déprimé. Et surtout pour l'instant, on a plutôt tracé le constat d'échec, mais on n'a pas encore dit pourquoi ça n'a pas marché. Et spoiler, c'est beaucoup à cause des lobbies. C'est ce que nous explique mon invité dans cet épisode, et on explore une autre piste pour chercher à réduire les souffrances des animaux à l'échelle européenne. Bref, tout n'est pas perdu, et il va falloir continuer de se battre. Et du coup, est-ce que vous trouvez que c'est un échec total, finalement, c'est cet espoir, que c'est un espoir déçu de la révision de la législation sur le bien-être animal européenne ? Oui, alors c'est un échec sur deux volets en fait. C'est un échec pour les animaux, mais c'est aussi, et ça devrait concerner tout le monde, au-delà même du mouvement de protection animale, c'est un échec de l'ICE. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment, on s'est rendu compte qu'en fait l'initiative citoyenne européenne était un instrument que la Commission européenne ne prend absolument pas au sérieux. On peut choisir d'ignorer à tout moment et n'a finalement jamais fait quoi que ce soit pour aller jusqu'au bout, pour aller dans le sens de ce qui était demandé par les citoyens européens. Exactement. Alors même que les institutions européennes souffrent d'un déficit démocratique, qu'il y a cet instrument qui existe depuis 2009 et voilà, enfin, les institutions européennes, la Commission européenne en premier, continuent d'ignorer ce que veulent les citoyens. Donc c'est quand même assez problématique. Alors, l'histoire n'est pas finie. Les élections ont eu lieu le week-end dernier. Vraisemblablement, la majorité au Parlement européen reste peu ou prou la même. Il y a de fortes chances que la Commission européenne ne change pas de couleur politique. Ça aurait été vraiment un problème si on avait eu une Commission européenne complètement différente de celle d'avant. Mais il y a même des chances qu'on ait la même présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Donc, tout n'est pas perdu. On peut, voilà. Qui pourrait, a priori, se réemparer du dossier et choisir de mener dans le mandat d'après ce qui était attendu et ce qui était même annoncé et promis. Tout à fait. Elle pourrait choisir de poursuivre le programme sur lequel elle a été élue il y a 5 ans. On verra, en plus il y a eu un engagement politique assez fort sur la question des cages, qui a déclenché un contentieux devant la Cour de justice de l'Union. Donc les associations de protection animale, fortes de cet engagement politique, se sont tournées vers le juge européen en demandant au juge européen de forcer la Commission européenne à publier cette législation interdisant les cages. Donc nous allons voir ce que ça donne devant le juge européen. Donc voilà, l'histoire est loin d'être terminée. Il se pourrait que la Commission européenne reprenne le dossier, poursuive la révision. Peut-être qu'elle sera pas aussi ambitieuse que les textes qui avaient été en préparation en 2023, mais peut-être que oui, parce que entre-temps, en fait, vous voyez, il y a aussi la question on a échoué politiquement, mais en fait, il y a quand même un message assez fort qui a été envoyé au secteur privé. C'est-à-dire que le secteur privé, maintenant, va peut-être prendre la question de la transition vers le hors-cage et vers des normes de bien-être animal plus élevées, plus au sérieux, en se disant, mais
En fait, là, on était à deux doigts. On était à deux doigts de se prendre des normes de bien-être animal beaucoup plus ambitieuses. Donc peut-être qu'il faut un petit peu anticiper et préparer le terrain. Donc voilà, ça c'est aussi une possibilité que dans 2-3 ans, les pratiques de l'industrie aient aussi évolué et que ça encourage la Commission européenne à adopter de nouvelles normes. Et qu'est-ce qui a fait, quels sont les facteurs qui ont rendu finalement possible le fait que la Commission choisisse, alors même qu'elle avait donné à plusieurs moments des gages sur cette question-là et que le processus était vraiment engagé, qu'elle ait pu finalement ne rien faire, se défaire du dossier ou ne pas faire avancer les choses? Est-ce que c'est une victoire des lobbies de l'exploitation animale? On parle beaucoup de l'influence des lobbies dans les institutions de l'Union européenne. Est-ce que c'est d'autres facteurs? Oui, le premier des facteurs, c'est effectivement la pression des groupes d'intérêt privé, pardon. Ça, c'est sûr. Donc les lobbies, oui. Enfin, le lobby agricole et surtout les syndicats agricoles majoritaires sont extrêmement puissants à Bruxelles et ont matraqué la Commission européenne d'éléments de langage. Ont inondé les services de la Commission européenne d'études en tout genre censées démontrer que toute amélioration des normes de production allait provoquer non seulement la faillite des éleveurs mais une espèce de catastrophe alimentaire type famine en Union européenne, que ça allait vraiment menacer l'économie de l'Union européenne qui allait devoir importer parce que elle serait privée de la production alimentaire européenne, aurait dû importer des produits, des matières premières, de la viande, etc. d'autres pays qui auraient été produits selon des normes encore moindres que celles qu'on a aujourd'hui en Union européenne. Voilà, enfin tous les éléments de langage habituels qu'on entend, j'imagine aussi en France, de la part des syndicats majoritaires. Et est-ce que en face, on n'a pas aussi à reprocher finalement peut-être que les associations animalistes n'ont pas réussi finalement à contrecarrer ce pouvoir des lobbies de l'exploitation animale, à être suffisamment forts ou à être suffisamment unis pour vraiment établir un rapport de pouvoir auprès de la Commission? Alors, je pense que c'est trop tôt pour le dire, parce que je pense que l'ICE instaure vraiment alors là, pour le coup, et c'est assez inédit d'ailleurs pour le mouvement de protection animale d'avoir en tout cas son mot à dire, au-delà de simplement dire la société est avec nous, on a des sondages, tout le monde aime les animaux. Là, il y a vraiment une ICE sur laquelle la Commission européenne s'est elle-même engagée. Donc je pense que, j'ai envie de dire rendez-vous dans 5 ans pour voir qui a véritablement gagné ou perdu la bataille, mais les associations de protection animale sont pas complètement démunies non plus de la part de cette ICE. Ensuite, il y a ce contentieux qui démarre devant la Cour de justice de l'Union, donc le juge va s'en mêler. Et je serai on est tous très curieux de savoir ce que le juge pense de tout ça. Après, c'est vrai que les associations de protection animale, par définition, sont des associations. C'est le milieu associatif. C'est pas un milieu qui représente un secteur économique. Et les institutions européennes sont faites de telle sorte qu'elles donnent plus de poids. Enfin, ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est-à-dire que le processus législatif et la Commission européenne a tendance à donner plus la voix au secteur économique. Plutôt qu'au secteur non marchand, on va dire. Oui. Par tout un système de mécanismes de représentation, etc., la société civile est relativement peu écoutée. La Commission européenne part du principe que la société civile, ce sont les électeurs, et le Parlement européen a été élu au suffrage universel. Donc, si on veut s'intéresser à ce que les citoyens ont à dire, on n'a qu'à s'adresser au Parlement européen. Et si on veut un petit peu trouver l'équilibre entre ce que veulent les citoyens et ce que veulent le secteur privé, la Commission européenne fait une espèce de compromis entre ce que les lobbies privés lui disent et ce que le Parlement européen lui dit. Dans les faits, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, en vérité, c'est compliqué parce que le Parlement européen n'a pas l'initiative des lois. Donc cette espèce de prise en compte de la parole des citoyens est en fait très limitée par les institutions européennes. Donc ce qui explique pourquoi en partie notamment le secteur privé a autant de poids dans les prises de décision à Bruxelles. Alors en termes peut-être de futures opportunités pour enfin faire avancer les choses dans le bon sens pour les animaux, donc vous l'avez dit, peut-être que la nouvelle commission se réemparera de la question. Est-ce qu'il y a des choses à attendre du côté du nouveau Parlement ? Outre en fait juste le fait que c'est l'équilibre des forces politiques au Parlement qui détermine assez indirectement par les rapports de force quels commissaires sont élus et qui finalement compose la commission. Est-ce que c'est le seul moyen d'action du Parlement finalement sur le seul moyen d'impact ?
Oui, alors il y a tout le travail d'amendement quand même. Alors une fois que la Commission européenne propose une législation, cette proposition de législation va être envoyée au Parlement européen pour y être amendée et au Conseil de l'Union européenne qui fait le même travail d'amendement. Et après, les 3 institutions se retrouvent, ça s'appelle un trilogue. Donc c'est pas un dialogue parce qu'il y a 3 parties et elles procèdent à une ultime négociation des textes. Donc le Parlement européen, même s'il n'a pas d'initiative des lois, il a quand même le pouvoir d'amender en tout cas en partie, c'est un pouvoir qui se partage avec le Conseil de l'Union, le pouvoir d'amender les textes de la Commission européenne. Donc ça, c'est mieux d'avoir l'initiative des lois, mais disons que le pouvoir d'amendement est pas négligeable non plus. Le Parlement européen peut rejeter les textes de la Commission européenne. S'il est vraiment pas content d'une législation, ça arrive très rarement parce qu'en général la Commission européenne fait bien son travail de lobbying. On oublie que les institutions européennes font du lobbying entre elles aussi, mais voilà, en général la Commission européenne anticipe et fait elle-même du lobbying auprès du Parlement européen pour être sûr que voilà, le texte passera à peu près, même s'il sera amendé. Après, effectivement, le Parlement européen a aussi le pouvoir d'approuver le collège des commissaires, donc l'équivalent du gouvernement en fait. Les commissaires, c'est l'équivalent des ministres. Comme les ministres. Voilà. Alors ça, c'est un pouvoir en fait qui est pas suffisamment utilisé par le Parlement européen parce que souvent, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup d'enjeux, d'enjeux politiques, mais le pouvoir du Parlement se trouve un petit peu dilué par les priorités nationales des uns et des autres. C'est-à-dire que souvent, ce qui importe aux parlementaires, les délégations nationales au Parlement européen, ont tendance à favoriser la nomination d'un commissaire. Disons, la délégation française va se dire, peu importe nos différences politiques, c'est important pour la France d'avoir un commissaire français, on va dire, à l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est important pour la France, c'est un sujet européen important, c'est le premier budget européen. Donc, parfois, le Parlement européen se fait un peu court-circuiter par des logiques nationales, ce qui est... Alors même que le Parlement est censé représenter directement finalement les citoyens européens, mais finalement les logiques d'intérêt national rejouent à plein finalement dans les négociations. Souvent. Plus que même parfois les dissensus politiques. Ouais, souvent. D'accord. Donc il y a des questions politiques intérieures qui viennent un peu court-circuiter les questions politiques européennes. Même s'il y a des opportunités d'avoir des commissaires plutôt intéressants d'un point de vue de la politique européenne, malheureusement c'est pas toujours le cas parce que il y a d'autres intérêts qui rentrent en ligne de compte. Et peut-être une autre chose qu'on peut attendre pour les années à venir du point de vue des institutions européennes, c'est une réforme de la PAC, de la politique agricole commune. Vous l'avez évoqué plus tôt. Et en fait, vous dites même dans un article, vous êtes spécialiste de cette question, vous l'avez vraiment étudiée à fond en termes de recherche notamment, et dans une perspective comparative notamment entre les États-Unis, il me semble, et l'Union européenne. Et vous dites que vous écrivez... La PAC a paradoxalement sûrement plus d'impact finalement sur les conditions d'exploitation des animaux que la législation sur le bien-être animal dont on parlait jusque-là. Oui, tout à fait. C'est un peu paradoxal. Alors en fait, moi je suis juriste en droit de l'animal et souvent les gens me posent la question « Ah mais du coup tu travailles sur la législation sur le bien-être animal et que ça quoi ?» Non, pas du tout. Le droit de l'animal, c'est tous les textes qui touche au traitement de l'animal, que ce soit de manière directe ou indirecte. Donc oui, je connais très bien la législation sur le bien-être animal, mais en vérité, la législation sur le bien-être animal, c'est une facette parmi tant d'autres de l'écosystème réglementaire qui va déterminer le traitement qu'on réserve aux animaux. En élevage, la législation sur le bien-être animal, c'est une chose, mais ce qui va déterminer de manière beaucoup plus systémique le traitement qu'on réserve aux animaux, le nombre d'animaux qu'on va produire en Union européenne, c'est la PAC, c'est les règlements de la politique agricole commune. Donc en fait, c'est le système de subvention auprès des agriculteurs, agricultrices et des éleveurs, éleveuses, c'est ça Voilà, c'est exactement ça. En gros, le principe de la PAC, c'est que il est très difficile de vivre de son revenu quand on est agriculteur ou éleveur. L'activité d'élevage ou d'agriculture ne peut pas être laissée aux forces du marché, c'est-à-dire aux forces de l'offre et de la demande, parce que les producteurs doivent faire face à un certain nombre de défis qui sont les conditions météorologiques, les maladies des plantes, des animaux, qui font que d'une année sur l'autre, vous n'avez pas du tout le même niveau de production. Alors bien sûr, au fil des années, on n'est plus au Moyen-Âge ou à la préhistoire, c'est-à-dire que on arrive plus ou moins à limiter ces risques, mais ces risques continuent d'exister et continuent d'autant plus d'exister que, évidemment, vous imaginez bien que les agriculteurs et les éleveurs
sont les premiers à vivre les effets du changement climatique. À partir de ce moment-là, et comme en fait la nourriture est quelque chose de très important, c'est pas comme les ordinateurs ou voilà, enfin on ne peut pas se passer de nourriture en fait. On pourrait dire bon bah aujourd'hui il y a plus de papier pour écrire, bon bah c'est pas grave, il y en aura l'année prochaine, on va pas mourir quoi, ça va être sacrément kikinant, mais bon on va pas mourir. Le jour où on vous dit il y a pas de nourriture cette année, bah ça veut dire qu'on ne peut pas survivre en tant qu'espèce humaine, c'est pas négociable. Donc l'idée c'est que l'État intervient pour dire bah voilà, on va assurer un revenu minimum aux éleveurs et aux agriculteurs de manière à ce qu'ils continuent de faire leur travail parce qu'on a besoin de leur travail pour manger. D'où voilà le système de subvention. Et une idée très simple, la PAC est devenue quelque chose d'extrêmement compliqué où d'ailleurs les priorités ont changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça reste voilà, l'idée c'est toujours de garantir un revenu minimal aux agriculteurs, mais évidemment certains agriculteurs ou certains éleveurs ont un revenu garanti extrêmement élevé par rapport à des méthodes de production et des produits qui ne sont pas forcément les plus bénéfiques ni à l'environnement, ni aux humains, ni aux animaux. Oui, donc il y aurait possibilité de réorienter les subventions pour notamment aller dans la direction des idées du pacte vert, c'est-à-dire vers une transition en fait alimentaire écologique. Ah oui, et d'ailleurs le pacte vert avait vraiment une rédaction très ambitieuse sur la question de la transition alimentaire. C'est peut-être d'ailleurs la chose la plus importante dans le pacte vert d'un point de vue de la protection animale, plus que la révision sur la législation sur le bien-être animal, parce que le pacte vert parlait vraiment de végétalisation de l'alimentation. Mais pour moi, ça c'est 10 fois plus important que la révision sur la législation sur le bien-être animal. Parce que là, on parle vraiment de réduire le nombre d'animaux, et en réduisant potentiellement d'améliorer des animaux qui restent, d'améliorer leurs conditions de vie. Et là il y avait des choses quand même assez ambitieuses qui malheureusement n'ont jamais été traduites ni dans la PAC ni d'ailleurs dans les règles. En fait la PAC il y a 3 règlements et il y a des règlements d'exécution, des règlements délégués qui sont en fait l'équivalent des décrets en droit national, et malheureusement la PAC avait déjà été réformée juste avant le pacte vert. Mais il y avait encore les règlements d'exécution qui allaient arriver, qui auraient pu être rédigés, amendés à la lumière du pacte vert. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. D'accord. Et vous parlez aussi dans un de vos rapports d'une conditionnalité des aides, donc des subventions justement de cette politique agricole commune de la PAC par rapport à des considérations de bien-être animal. Et je crois que c'est propre à la PAC, il n'y a pas d'autres systèmes de subventions à l'échelle mondiale qui intègrent des considérations de bien-être animal. Non, à ma connaissance, non. Je sais qu'aux États-Unis, ça n'existe pas, et en Nouvelle-Zélande, ça n'existe pas parce que, d'après ce que je comprends, ils n'ont pas de politique agricole commune. Ils n'ont pas de subvention agricole en Nouvelle-Zélande, d'après ce que j'ai entendu. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez unique. Peut-être que ça existe dans d'autres systèmes juridiques, mais voilà, j'en ai jamais entendu parler. Et en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui rend très fiers les institutions européennes. Donc oui, effectivement, il y a un mécanisme de conditionnalité. Alors c'est un peu moins ambitieux que ce qu'on pourrait penser. En vérité, c'est un mécanisme de sanction par rapport aux éleveurs qui ne seraient pas en conformité avec la législation sur le bien-être animal. C'est-à-dire que l'idée, c'est si jamais un éleveur a un contrôle et que l'inspecteur se rend compte qu'il y a des non-conformités par rapport à la législation sur le bien-être animal, alors la sanction peut être une réduction des aides de la PAC. Ah, donc c'est pas une fin des subventions, c'est pas si vous respectez pas les normes de bien-être animal, on vous coupe les fonds, c'est on vous réduit un tout petit peu en fait. Voilà, c'est une forme de sanction. Après c'est d'autant moins efficace que vous avez souvent insisté. Alors déjà, pour commencer, il y a pas beaucoup d'inspections. Enfin là, c'était 10%, je pense que ça s'est réduit encore il y a pas longtemps. Donc 10% des exploitations dans un État membre qui doivent être inspectées tous les ans. Et ensuite, en général, le pouvoir réglementaire prévoit un système d'avertissement. C'est le cas en France. Donc, si un éleveur est en non-conformité, il va recevoir d'abord 2 avertissements. Et puis, au 3e, le pouvoir réglementaire va dire, bon, bah voilà, maintenant, on vous réduit vos aides. Et les aides peuvent être réduites, je crois, jusqu'à 30%. Voilà, ça peut être conséquent, hein, 30% de réduction des aides, mais disons que pour en arriver là, déjà, il faut être en non-conformité avec la législation sur le bien-être animal, sachant que c'est une législation quand même très laxiste. Ouais. Il faut vraiment mal faire, il faut vraiment le vouloir, quoi, j'ai envie de dire. Et ensuite, de pas se mettre en conformité après avoir reçu 2 avertissements,
c'est que là, je sais pas ce qui se passe, mais c'est qu'on a plus envie d'avoir les aides de la PAC, quoi. Oui, donc en fait, en théorie, ça peut être un outil supplémentaire pour mettre en place des meilleures conditions ou des moins mauvaises conditions et réduire les souffrances, disons, ou les pires souffrances pour les animaux. Et dans les faits, en fait, ça sert pas à grand chose pour le moment. Non, ça pourrait... En fait, le mécanisme est bon, hein. Moi, je pense qu'il faut le garder, mais ce serait plus efficace, disons, si on avait de la vraie législation, en fait. C'est-à-dire si on avait vraiment des normes... Ça dépend de l'ambition réelle des normes existantes. Exactement. Et donc, est-ce qu'on a à attendre dans les années à venir une réforme de la PAC ? Ah oui, alors la PAC est révisée environ tous les 7-8 ans. Donc là, je ne sais pas quand est-ce qu'est le prochain cycle, mais à mon avis, c'est pas compliqué. Elle a été révisée en 2019, donc 2027, je crois, c'est la prochaine révision. Ça met parfois un peu de temps à se mettre en place, mais en tout cas, les négociations vont se réouvrir, j'imagine, au cours de l'année 2026. D'accord. Et là, ça pourrait être une occasion pour les associations de défense des animaux de peser dans les négociations pour que les subventions soient orientées de la meilleure des façons pour aller vers une végétalisation et vers une réduction de l'élevage, en fait. Tout à fait. Et une amélioration des conditions des animaux. Ouais. Et d'ailleurs, les associations de protection animale sont toujours présentes dans les négociations de la PAC. D'accord. C'est pas du tout quelque chose de négligeable. C'est vraiment une grosse actualité pour le mouvement de la protection animale en Europe. D'accord, donc ce sera une actualité à suivre, en sachant quand même que la PAC, historiquement, a quand même accompagné, à partir des années 60, le mouvement vers plus d'intensification de l'agriculture pendant les 30 Glorieuses, et aussi du coup vers plus d'intensification de l'exploitation animale. C'était quand même au cœur du modèle économique qui était encouragé par la PAC. Donc il faut garder ça en tête, que la PAC structurellement a été un des facteurs de problème, en fait, de ce qui fait que les animaux sont tués dans d'horribles conditions et en grand nombre actuellement en Europe. Oui, tout à fait. C'est pour ça que, en fait, la PAC est un gros problème, mais en fait, la solution est dans la PAC. C'est-à-dire, si on arrive à réformer les règlements de la PAC de manière à, justement, réduire les volumes de production, là, c'est vraiment la clé, je pense, parce qu'en plus d'un point de vue tout simplement chronologique, mais aussi logique, en vérité, la législation sur le bien-être animal, elle a tendance un petit peu à s'aligner sur les objectifs de la PAC. Parce qu'encore une fois, c'est pas une économie de marché, hein. C'est vraiment, l'État intervient de manière très prégnante dans le modèle économique de l'élevage. Donc, c'est assez logique en fait que d'abord la PAC est négociée, les orientations sont établies et ensuite seulement on se préoccupe de voir si on doit adapter un petit peu la législation secondaire comme le bien-être animal, la législation sur l'environnement à ce qui a été décidé en amont dans la PAC. Peut-être on peut aller vers une conclusion générale. Moi j'ai ce sentiment, et je pense que potentiellement plein de personnes qui écoutent auront ce sentiment-là, que ça donne vraiment l'impression qu'on peut avoir vis-à-vis de l'Union européenne en général. C'est-à-dire c'est une grosse machine, on comprend pas bien ce qui s'y passe, il y a plein de complexités en fait de rapports politiques où c'est jamais complètement transparent, on a du mal à comprendre ne serait-ce que où ça se joue concrètement, et on a l'impression que s'il y a des choses à en attendre, ça va être des choses minuscules et grappillées et qui auront eu le temps d'être 30 fois diluées dans tout le processus qui prend en fait plusieurs années et qui n'est appliqué que 3 ans plus tard. Bon, je trace un portrait assez assez noir, mais qu'est-ce qui fait que vous croyez encore que c'est là qu'il faut agir notamment, et qu'il y a vraiment des choses à faire, des moyens d'action à cette échelle-là? C'est une question un peu directe, mais parce que je pense que c'est aussi ce que les gens peuvent attendre d'un tel épisode, qu'on leur dise peut-être à quoi ça sert pour les animaux de lutter à l'échelle de l'Union européenne. Oui, alors c'est vrai que là on a brossé un portrait assez négatif de ce qu'est le droit de l'Union. C'est vrai que c'est une grosse machine, c'est vrai que c'est très complexe, tout ça c'est tout à fait vrai, et je pense que pourquoi c'est important de travailler au niveau européen malgré toutes les difficultés que ça peut poser, c'est parce que le droit européen c'est vraiment ce qui va déterminer ce qui se produit dans les exploitations en Europe. Je pense que les gens ont cette idée que le droit européen c'est un peu comme le droit international, c'est un truc qui est c'est signé, mais en fait c'est jamais vraiment ratifié, donc non, c'est pas du tout ça. Le droit européen c'est du droit français, le droit français c'est du droit européen. C'est quelque chose de complètement intégré en fait. Toute la législation sur le bien-être animal, toute la législation agricole, ce sont des transpositions, des applications du droit européen. Donc, si vous voulez, tous les débats là auxquels on a assisté avant l'annonce de la dissolution sur la loi d'orientation agricole,
évidemment, c'est important, etc. Mais enfin, tout ça a été déterminé il y a déjà 5 ans dans les règlements de la politique agricole commune. Il n'y a que certaines choses à la marge que le législateur national peut changer. Les questions, surtout en matière d'élevage, ça se détermine à Bruxelles. Maintenant, il faut travailler à la fois pour réformer ce droit-là et à la fois réformer les institutions de l'Union européenne. Et ça, je pense qu'en fait, la majorité des citoyens le veulent. Ils le formulent pas forcément comme moi je le formule, mais tout le monde se rend compte qu'il y a un problème avec cette histoire de Parlement européen qui n'a pas l'initiative des lois. Je veux dire, si vous imposez ça à un niveau national, vous ne serez même pas qualifié de démocratie. On dira de vous que vous êtes un régime autoritaire. Ce modèle-là a fait son temps, c'était sans doute justifié à un certain moment donné quand l'Union européenne était encore à ses balbutiements, mais maintenant que l'Union européenne est un système juridique à part entière qui adopte des milliers de textes réglementaires et législatifs par an, il est temps que les institutions européennes deviennent davantage démocratiques. Donc voilà, c'est pour ça que moi je travaille au niveau européen. Non seulement j'ai la foi, mais en plus je pense que voilà, un certain nombre de décisions qui sont prises ici à Bruxelles affectent très très directement les animaux dans l'ensemble des États membres. Oui, puis peut-être qu'on peut se dire que même si c'est un welfarisme très 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 modéré qui est seulement possible à ces échelons-là, comme ça touche un beaucoup plus grand nombre d'animaux, en fait, des petites avancées multipliées par le nombre d'animaux qui sont affectés, ça peut en fait faire des avancées importantes, enfin en tout cas une réduction des souffrances importante, disons. Vous avez tout à fait raison, il y a ça, mais il y a aussi le fait que toute la question de la transition alimentaire vers plus de végétalisation, c'est pareil, c'est dans la PAC. C'est la PAC qui va décider est-ce qu'on va donner plus de subventions à la personne qui élève des porcs dans une porcherie industrielle en Bretagne, ou est-ce qu'on donne ça aux producteurs de lentilles qui, voilà, en plus participent, parce que l'Union européenne aime bien tout ce qui est tradition, etc. Donc voilà, donc toutes les semences traditionnelles, les plats traditionnels. Potentiellement, la PAC peut être mise au service d'un agenda abolitionniste et antispéciste. D'ailleurs, en fait, il faut que ce soit le cas parce que là, le modèle économique impose des volumes de production de produits animaux tels qu'on va jamais s'en sortir, en fait, avec seulement un agenda welfariste. Donc, il faut vraiment impulser cette transition alimentaire. Et voilà, moi, je suis pas trop pessimiste parce que, voilà, de ce que j'ai vu du Pacte vert et des déclarations qu'il y a sur la nécessité vraiment de manger plus de fruits et de légumes, que ce soit d'un point de vue alors ils parlent pas de protection animale, ils disent pas c'est bon pour les animaux, mais ils disent quand même voilà, c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour le climat. Il faut le faire quoi, il faut que dans la prochaine négociation de la PAC, il y ait beaucoup plus de subventions aux récoltes de légumineuses, etc. pour la consommation humaine quoi. Et d'ailleurs, peut-être que les impacts pourraient en venir à dépasser l'Union européenne. J'avais entendu parler de quelque chose qui s'appelle l'effet Bruxelles, qui est que quand il y a quelque chose qui est adopté par l'Union européenne, ça peut être adopté par d'autres pays dans le monde qui le prennent comme modèle et qui s'alignent finalement sur la réglementation européenne. Et donc on peut penser que si l'Union européenne devenait beaucoup beaucoup plus ambitieuse sur le bien-être animal, la condition animale, peut-être que ça rayonnerait finalement à l'international. C'est vrai, je mettrais un petit peu le haut là sur ça, c'est vraiment un élément de langage de la Commission européenne pour dire regardez, on est tellement incroyable que tout le monde le fait faire comme nous. Ah d'accord. C'est vrai dans une certaine mesure, pas parce que les autres pays ont envie de faire comme nous, c'est en général parce ils veulent avoir accès au marché européen. Et voilà, en général, l'Union européenne a de plus en plus tendance à dire si vous voulez accéder à notre marché, à nos consommateurs, vous devez vous aligner quand même un petit peu, pas complètement, c'est pas encore complètement le cas, mais vous devez un petit peu vous aligner à nos normes de production. Donc la politique commerciale de l'Union européenne fait que le droit de l'Union européenne a des effets extraterritoriaux. Mais la seule instance où j'ai vraiment entendu un pays dire on veut faire la même chose que l'Union européenne parce qu'ils sont vraiment super, c'est en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui est en train de procéder à une refonte complète de son droit agricole, de son droit alimentaire, et ils ont tendance à un peu copier-coller les textes européens parce que ils considèrent que le niveau de sécurité sanitaire et le niveau de qualité des textes et la protection que ça accorde aux consommateurs sont de très bons niveaux, mais sinon les autres pays ils s'alignent que parce que c'est très bien mais je veux dire ils s'alignent parce qu'ils veulent avoir accès au marché européen, c'est pas tant pour des raisons éthiques ou quoi que ce soit. D'accord. Oui. Merci beaucoup Alice Di Concetto pour ces explications sur probablement
le sujet le plus technique traité cette saison dans Comme un poisson dans l'eau, et vous l'avez fait avec beaucoup de pédagogie, alors vraiment merci d'avoir tout déplié. Et j'ai une ultime question pour vous, qui est un peu le rituel du podcast. Est-ce que vous auriez 3 recommandations à nous donner ? Oui, alors moi j'ai pensé au musée de la chasse et de la nature. Alors j'espère qu'il y en a qui font pas une crise cardiaque en m'entendant dire ça, mais c'est un musée. Alors c'est un musée dans le Marais à Paris, qui est donc le musée de la chasse, mais qui en fait accueille un certain nombre d'expositions d'art contemporain sur les animaux. Et donc le musée en soi est un témoignage assez intéressant de la chasse, cette pratique assez surprenante, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'est la chasse, c'est-à-dire les humains qui vont chasser les animaux. Et régulièrement, il y a des expositions d'art contemporain en lien avec les animaux. Donc il y a cette espèce d'effet assez intéressant entre ce que les artistes d'aujourd'hui ont à dire sur les animaux dans cet environnement assez hostile aux animaux, mais néanmoins très beau. C'est un très bel endroit, c'est dans un hôtel particulier, comme il y en a beaucoup dans le Marais. Donc je vous recommande d'y aller. À chaque fois, j'y trouve beaucoup d'inspiration. Alors là, si je m'attendais à ce qu'une de mes invitées recommande un musée de la chasse, il aura fallu attendre la 3e saison. La politique, c'est vraiment une politique alors c'est plus sur le volet éthique et environnemental, c'est-à-dire c'est pas du tout sur le volet protection animale, mais je veux dire, l'esprit de ce musée, c'est vraiment de célébrer la nature, l'environnement, etc., avec cette incursion régulière des animaux, que ce soit dans les objets qui sont exposés, mais aussi les œuvres des artistes. Donc c'est un endroit très intéressant. Peut-être que vous allez détester, mais je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ce sera intéressant. Après, ma deuxième recommandation, c'est... alors, je suis complètement biaisée, je l'avoue. C'est le livre qu'a écrit mon mari. Donc, le livre s'appelle Wildcat Dreams in the Deathlight. Donc, c'est un livre en anglais. C'est une épopée incroyable d'un jeune homme, mais il y a beaucoup de moments assez intéressants avec des animaux. Donc je recommande ça. Les animaux sont très présents en tout cas dans cette œuvre littéraire. Et ensuite, ma 3e recommandation, c'est pas une recommandation, c'est une recommandation, on va dire, de voyage. C'est si vous trouvez aux Émirats Arabes Unis, de vraiment, parce que j'y ai fait un saut à l'automne dernier, d'essayer d'aller voir le marché aux chameaux, des chameaux, je sais pas comment on dit, dans une ville qui s'appelle Al Ain, qui est une expérience extrêmement intéressante. Moi, j'aime bien aller dans les pays assez lointains des nôtres pour nous rendre compte à la fois des pratiques assez problématiques qu'ont les humains à travers le globe par rapport aux animaux, mais il y a aussi toujours des humains qui se battent pour les animaux. Donc faut pas se dire la maltraitance animale est quelque chose, la maltraitance animale est quelque chose d'universel, mais je pense que l'amour des animaux est quelque chose aussi d'universel. Et vous avez des choses assez intéressantes qui se produisent, notamment au marché des chameaux à Al Ain. Donc, je vous en dis pas plus. Et s'il y en a parmi vous qui peuvent y aller, je vous recommande d'y aller. Ok, merci beaucoup. Je mettrai ces 3 recommandations, comme toujours, dans la description, avec toutes les références citées pendant l'épisode. Et encore un grand merci d'être venu dans Comme un poisson dans l'eau, Alice Di Concetto. Merci. Et voilà qui clôt cet entretien un peu plus technique que d'habitude. Mais si vous entendez cette conclusion, c'est que vous avez tenu jusqu'au bout. Alors bravo. Je vous laisse pour les fêtes et Comme un poisson dans l'eau reprend juste après. J'espère qu'elles se passeront bien pour vous. Et sinon, je pense fort à vous et je vous envoie plein de soutien. Bisous.